Il était 15h47, le 23 mars 1945. Le général d'armée Werner Schmidt se tenait dans son bunker de commandement, à 19 km à l'est du Rhin. Il observait avec ses jumelles Zeiss à haute précision les P-47 Thunderbolts américains larguer des réservoirs de napalm de 570 litres sur sa 7e division Panzer. L'essence gélifiée explosait à près de 1000 degrés Celsius. 53 chars allemands ont simplement fondu. Schmidt baissa ses jumelles, ses mains tremblaient. À 16h02, il contacta Berlin par radio, avec 3 mots qui mirent fin à sa carrière militaire de 31 ans. « Je démissionne ». Dans les 48 heures, 4 autres généraux de la Wehrmacht prendraient la même décision, pas par lâcheté, mais par la froide réalisation mathématique que la supériorité industrielle et technologique américaine avait rendu la guerre traditionnelle obsolète. Ceci est l'histoire, classifiée pendant 70 ans. L'histoire de la manière dont la puissance aérienne américaine n'a pas seulement vaincu l'Allemagne, elle a brisé la volonté d'hommes qui n'avaient jamais connu la peur. Le général d'armée Werner Schmidt n'était pas un nazi. C'était un militaire prussien, un professionnel, diplômé de l'école de guerre en 1914. Il a servi dans l'armée du Kaiser pendant la Première Guerre mondiale. Il rejoignit la Reichswehr en 1920. Lorsque la République de Weimar limita l'Allemagne à 100 000 soldats, il s'éleva grâce à son mérite, pas grâce à des relations politiques. En 1939, il commandait une division Panzer. En 1941, il dirigeait un corps Panzer entier sur le front de l'Est. Schmidt avait vu Stalingrad. Il avait survécu au désastre de Koursk. Il avait été témoin de l'effondrement du groupe d'armées centre en 1944. Rien ne l'avait brisé, ni l'hiver russe, ni les chars soviétiques T-34, ni les attaques de partisans qui avaient tué son adjudant. Schmidt était un soldat, les soldats endurent, mais le 23 mars 1945 fut différent. Le 23 mars 1945 lui montra quelque chose que sa formation à l'école de guerre ne l'avait jamais préparé à voir. La guerre industrielle américaine, dans sa forme la plus terrifiante. Le P-47 Thunderbolt n'était pas le chasseur américain le plus rapide, c'était le P-51 Mustang. Il n'était pas celui avec la plus grande autonomie. Encore une fois, le P-51, il n'était même pas le plus élégant. Le P-38 Lightning détenait ce titre, mais le P-47 Thunderbolt était le plus redouté. En mars 1945, les soldats allemands lui avaient donné un nom, Jabot Schreck. La terreur des chasseurs-bombardiers. Note, Jabot est l'abréviation de Jagdbomber, chasseur-bombardier en allemand. Le P-47 pouvait emporter plus de 1100 kg de bombes, 8 mitrailleuses de calibre 50, tirant 3400 balles par minute. Et à partir de la fin de 1944, quelque chose de nouveau, le napalm, des réservoirs de 570 litres remplis d'essence gélifiée, mélangés à des acides naphthéniques et palmitiques. La formule avait été développée par le chimiste d'Harvard, Louis Fieser, en 1942. Le service américain de la guerre chimique l'a affiné. En 1944, les ingénieurs de Republic Aviation ont conçu des supports d'ailes qui pouvaient transporter 2 réservoirs de napalm de 570 litres. Sous chaque P-47, les réservoirs tombaient comme des bombes conventionnelles. Mais lorsqu'ils touchaient le sol, ils explosaient en un brasier liquide qui brûlait à des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. Assez chaud pour faire fondre l'acier, assez chaud pour consumer l'oxygène dans un rayon de 60 mètres, assez chaud pour transformer les chars allemands Panther et Tiger en crématoires. Schmidt avait lu des rapports de renseignement sur le napalm. Tout le monde au haut commandement de la Wehrmacht en avait lu, mais lire un rapport et être témoin de l'arme sont des expériences différentes. À 14h15, le 23 mars 1945, Schmidt reçut des ordres de Berlin. La 9e armée américaine
sous le commandement du général William Simpson, traversait le Rhin à Wesel. La 7e division Panzer de Schmitt, la dernière unité blindée opérationnelle du groupe d'armée B, devait immédiatement contre-attaquer, détruire la tête de pont, repousser les Américains de l'autre côté du Rhin. Schmitt savait que c'était un suicide. Sa division avait 89 chars opérationnels. Les Américains avaient traversé avec 3000 chars et 12 000 véhicules. Mais les ordres sont les ordres. À 14h47, les Panzers de Schmitt commencèrent à se déplacer vers Wesel. À 15h15, des observateurs avancés américains les repérèrent. À 15h23, les P-47 Thunderbolt du 362e groupe de chasse décollaient de leur terrain d'aviation avancé. À Aix-la-Chapelle, à 15h47, le ciel appartenait à l'Amérique. Schmitt regarda cela se produire. 12 P-47 Thunderbolt apparurent à 2400 mètres d'altitude. Ils firent un cercle, puis ils plongèrent, le P-47 de tête, piloté par le capitaine Robert Hughes, originaire de Détroit, dans le Michigan, largua ses 2 réservoirs de napalm de 570 litres à 360 mètres d'altitude. Les réservoirs dégringolèrent. Ils semblaient presque gracieux. Puis ils touchèrent la colonne de chars allemands de tête. L'explosion n'était pas comme une bombe conventionnelle. Il n'y eut pas de craquement sec. Au lieu de cela, il y eut un « whoomp » que Schmitt ressentit dans sa poitrine, à 19 km de distance. Une boule de feu de 90 mètres de large éclata. L'essence gélifiée éclaboussa 7 chars Panther et s'accrocha à leur coque. Les équipages tentèrent de s'échapper. Schmitt observa à travers ses jumelles. Des hommes sortirent des écoutilles, couverts de gel brûlant. Ils coururent. Le feu les suivit. Le napalm ne s'éteint pas. Il brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à brûler. En 90 secondes, 7 chars Panther et leurs équipages de 35 hommes cessèrent d'exister. Mais les P-47 n'en avaient pas fini. La deuxième formation de 4 Thunderbolts plongea. Plus de réservoirs de napalm tombèrent. Plus de brasiers liquides. Puis la 3e formation. Puis la 4e. À 15h52, l'ensemble de l'avant-garde de la 7e division Panzer était en flammes. Schmitt pouvait voir le feu depuis son bunker. Une fumée noire s'éleva à 1200 mètres dans les airs. La température au sol, près des impacts de napalm, atteignit 1150 degrés Celsius. Selon une analyse de l'armée américaine après la guerre, c'est assez chaud pour enflammer les arbres, à 30 mètres de distance. Assez chaud pour faire cuire les munitions. À l'intérieur des compartiments de stockage scellés, assez chaud pour faire fondre les blocs moteurs en aluminium, des véhicules qui n'avaient même pas été directement touchés, le chef d'état-major de Schmitt, le colonel Franz Dietrich, se tenait à côté de lui. Dietrich avait combattu en Afrique du Nord. Il avait vu les barrages d'artillerie britanniques à El Alamein. Il se tourna vers Schmitt et dit doucement « Ce n'est pas la guerre, c'est un massacre industriel. Nous ne sommes plus des soldats, nous sommes les victimes de l'ingénierie américaine. » Les P-47 Thunderbolts, qui attaquèrent la division de Schmitt, étaient basés à l'aérodrome d'Aix-la-Chapelle, à 75 km du point de passage du Rhin. Ils mirent 23 minutes pour atteindre la cible depuis le décollage. Ils passèrent 11 minutes au-dessus de la zone cible. Ils larguèrent 48 réservoirs de napalm, totalisant 27 250 litres de brasier gélifié. Puis ils retournèrent à Aix-la-Chapelle, atterrirent, se réarmèrent, se ravitaillèrent et redécollèrent, temps total de rotation. 32 minutes. À 16h47, les 12 mêmes P-47 étaient de retour au-dessus de la division de Schmitt pour une deuxième attaque. Cette fois, ils utilisèrent des bombes conventionnelles de 225 kg et leurs 8 mitrailleuses de calibre .50. Les mitrailleuses étaient dévastatrices. Chaque P-47 transportait 3400 balles.
À une cadence de tir de 850 balles par minute et par arme, un seul P-47 pouvait délivrer 48 000 balles en une rafale de 6 secondes. La balle de calibre .50 peut pénétrer 2,5 cm de blindage. À 450 mètres, les chars allemands Panther avaient 8 cm de blindage latéral, pas assez. Les P-47 mitraillèrent à des angles obliques. Leurs balles trouvèrent des points faibles. Les capots de moteur, les assemblages de chenilles, les grilles de ventilation. Un pilote de P-47, le lieutenant James Morrison, de Tulsa, dans l'Oklahoma, tira une rafale dans le capot de moteur d'un char Tiger. Les balles enflammèrent le liquide hydraulique. Le feu se propagea au stockage des munitions. Le char explosa si violemment que sa tourelle de 50 tonnes vola à 12 mètres dans les airs. Schmitt observa tout cela. Il avait des jumelles. Il avait des cartes. Il avait des communications radio. Il avait toutes, sauf la capacité d'arrêter ça. À 16h02, il prit sa décision. Il se dirigea vers la salle radio. Il ordonna à son officier des communications d'envoyer un message à Berlin, au quartier général de l'OKW, Oberkommando der Wehrmacht, le commandement suprême. Le message disait « Le général d'armée Schmitt demande à être relevé immédiatement du commandement de la 7e Panzerdivision. Recommande une affectation à un poste de réserve. Incapable de mener des hommes au combat contre un ennemi possédant une supériorité aérienne absolue et des armes incendiaires de cette magnitude. Requête non négociable. » L'opérateur radio le fixa. « Mon général, ce message mettra fin à votre carrière. » Schmitt acquiesça. « Mieux ma carrière que 4000 vies. Envoyez-le. » Berlin reçut le message à 16h18. Le Feldmarschall Wilhelm Keitel, chef de l'OKW, le lut à 16h32. Keitel était furieux. Il ordonna immédiatement que Schmitt soit traduit en cour martiale pour lâcheté et défaitisme. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. 4 autres généraux envoyèrent des messages similaires au cours des 48 heures suivantes. Le général-lieutenant Heinrich Tauber, commandant la 352e division d'infanterie près de Remagen, démissionna le 24 mars. Son message citait la supériorité aérienne américaine avec des armes au napalm comme impossible à contrer avec les ressources disponibles. Le général-major Kurt Felber, commandant les restes de la 9e Panzer Division, démissionna le 25 mars. Son message était encore plus direct. La capacité industrielle américaine a rendu obsolète le combat terrestre conventionnel, recommande des négociations d'armistice immédiates. Le général d'armée Hans von Obstfelder, commandant toute la première armée de parachutistes, envoya une demande de démission le 26 mars. Et le plus choquant de tous, le général Feldmarschall Walter Model, commandant le groupe d'armée B, toute la force défensive à l'ouest du Rhin, demanda à être relevé de ses fonctions le 27 mars. Que se passait-il? Comment les frappes américaines au napalm avaient-elles brisé la volonté des plus hauts chefs militaires allemands? La réponse se trouve dans la psychologie du choc technologique. Schmitt et ses autres généraux étaient des professionnels de l'armée. Ils comprenaient le sacrifice. Ils acceptaient les pertes tactiques. Ils pouvaient ordonner à des hommes de mourir pour des objectifs stratégiques parce qu'ils croyaient que la victoire était mathématiquement possible. Mais le napalm changea les mathématiques. Un seul P-47 Thunderbolt coûtait environ 85 000 $ à fabriquer dans les usines de Republic Aviation à Long Island et dans l'Indiana. Il pouvait transporter 300 gallons de napalm coûtant environ 15 $ le gallon. Coût total du système d'armes par sortie, 85 000 $ pour l'avion amorti sur 500 missions équivaut à 170 $ par mission, plus 4 500 $ de napalm, soit 4 670 $. Ces 4 670 $ détruisaient en moyenne 3,2 chars allemands
par sortie, selon les rapports après-action de la 9e Air Force américaine de mars 1945. Chaque char allemand Panther coûtait 117 000 Reichsmarks à produire. Au taux de change de mars 1945, cela représentait environ 47 000 $. Ainsi, chaque sortie de P-47 au napalm détruisait en moyenne pour 150 000 $ de blindés allemands, pour un coût de 4 170 $. C'est un avantage économique de 32 contre 1. Mais l'avantage psychologique était infini. Schmitt comprenait cela. Il avait étudié l'économie militaire à l'école de guerre. Il savait que les guerres sont gagnées par la capacité de production autant que par la brillance tactique. Et en mars 1945, la capacité de production américaine était écrasante. Republic Aviation produisait 1200 P-47 Thunderbolts par mois. Le Chemical Warfare Service produisait du napalm à un rythme suffisant pour 60 000 gallons par jour. La 7e Panzer Division de Schmitt avait mis 11 mois à assembler ses 89 chars opérationnels. Les Américains en détruisirent 53 en 18 minutes, et les Américains pouvaient recommencer le lendemain, et le jour suivant, et chaque jour, jusqu'à ce que l'Allemagne n'ait plus de chars. C'est cette réalisation qui brisa Schmitt, pas la peur, les mathématiques, mais alors, le renseignement ennemi découvrit quelque chose qui rendit la situation encore pire. Schmitt ne le savait pas le 23 mars, mais les P-47 qui attaquèrent sa division transportaient une nouvelle formule de napalm améliorée, le napalm B. Le napalm original utilisait du savon d'aluminium pour épaissir l'essence. Le napalm B utilisait du polystyrène. Il brûlait plus chaud, à 1200 degrés Celsius. Il collait plus étroitement aux surfaces métalliques. Et le plus terrifiant de tout, il brûlait plus longtemps. Le napalm original brûlait pendant environ 90 secondes. Le napalm B brûlait pendant 7 à 10 minutes. Assez longtemps pour complètement fondre à travers le blindage des chars. La première utilisation du napalm B par des P-47 eut lieu le 17 mars 1945. 6 jours avant que la division de Schmitt ne soit touchée. Le renseignement américain ne fit pas de publicité pour l'amélioration. Ils se contentèrent de discrètement améliorer la formule dans les installations de production. Au 23 mars, environ 40% des frappes de P-47 au napalm utilisaient la nouvelle formule. La division de Schmitt fut touchée par l'ancienne formule. Si cela avait été du napalm B, la destruction aurait été pire. Mais le haut commandement allemand ne connaissait pas encore le napalm B. Ils allaient bientôt le découvrir. Le 28 mars 1945, des éléments de la 3e armée américaine sous le commandement du général George Patton attaquèrent des positions allemandes près de Francfort. Patton se coordonna avec le 19 Tactical Air Command. Ils envoyèrent 84 P-47 Thunderbolts armés exclusivement de napalm B. La cible était la 17e SS Panzer Grenadier Division. Une unité vétérane, avec environ 4000 soldats et 23 chars. L'attaque commença à 11h07. À 11h47, toute la division avait cessé d'exister en tant que force efficace au combat. Les rapports de pertes compilés par le renseignement de l'armée américaine après la capitulation de l'Allemagne montrèrent 1847 soldats allemands tués, 1200 blessés, 953 capturés, les 23 chars détruits, les 47 semi-chenillés détruits, les 89 véhicules de soutien détruits, le commandant de la division, le SS Brigade Führer Wilhelm Bittrich, survécut. Il fut capturé par les forces américaines le 29 mars. Lors de son interrogatoire, il fit une déclaration qui fut classifiée jusqu'en 1992. La déclaration disait « J'ai combattu sur le front de l'Est contre les forces soviétiques, j'ai vu des barrages d'artillerie massifs, j'ai subi des attaques de roquettes Katyusha. Rien ne se compare au napalm américain largué par des avions P-47. Ce n'est pas une arme de guerre. C'est une arme d'anéantissement.
Il n'y a aucune tactique pour le contrer, aucune position défensive ne lui survit. Le soldat n'a aucune chance. Ce n'est pas un combat, c'est une exécution par le feu. La déclaration de Bittrich fut partagée parmi les généraux allemands encore au commandement. Son effet fut dévastateur. Le moral au niveau du haut commandement s'effondra. Le 2 avril 1945, le général Feldmarschall Albert Kesselring, et le commandant suprême des forces allemandes à l'ouest, envoya un communiqué secret au quartier général d'Hitler. Le communiqué, découvert dans les archives allemandes capturées en 1947, contenait ce paragraphe. La puissance aérienne tactique américaine, équipée d'armes incendiaires, a réalisé des effets que l'on pensait auparavant impossibles. Nos forces blindées sont incapables de manœuvrer de jour. Nos positions d'infanterie sont sans défense contre les frappes au napalm. Les taux de perte dans les unités soumises aux attaques de P-47 au napalm dépassent 70% dans la première heure de combat. Ce niveau de perte est insoutenable. Je recommande des négociations immédiates pour mettre fin aux hostilités à l'Ouest. Hitler a rejeté cette recommandation. Il a ordonné à Kesselring de continuer à se battre. Mais les généraux sur le terrain connaissèrent la vérité. La guerre était déjà finie. L'industrie américaine avait gagné. Parlons de cette industrie un instant, parce que c'est là que les gens sont choqués. Le napalm n'a pas été inventé par l'armée. Il a été inventé par Louis Fieser, professeur de chimie à Harvard, dans un laboratoire financé par le National Defense Research Committee du gouvernement américain. Fieser a mis au point la formule en 1942. Il l'a testé dans des installations secrètes dans le Maryland. Les premiers tests utilisaient un mélange de naphténate d'aluminium, de palmitate d'aluminium et d'essence. Cela créait un gel collant qui brûlait intensément. La formule fonctionnait, mais la mise à l'échelle pour la production de masse nécessitait la puissance industrielle américaine. En 1943, Dow Chemical Company produisait les additifs de savon d'aluminium. Standard Oil du New Jersey fournissait la base d'essence. DuPont fabriquait les fûts et l'US. Army Chemical Warfare Service coordonnait la distribution. En mars 1945, les États-Unis produisaient suffisamment de napalm pour remplir 227 000 litres par jour. C'est assez pour équiper 400 sorties quotidiennes de P-47 Thunderbolt. Et le taux de production augmentait encore. Par comparaison, la production totale de carburant synthétique de l'Allemagne en mars 1945 était estimée à 113 000 litres par jour pour tous les usages militaires. L'Amérique produisait le double rien qu'en napalm. La disparité économique était écrasante, mais il n'y avait pas que le volume de production. Il y avait aussi la logistique. C'est ce qui a étonné les généraux allemands comme Schmidt lorsqu'ils ont étudié les ordres d'opérations américains capturés après la guerre. Les États-Unis ne se contentaient pas de produire du napalm. Ils le transportaient à travers l'océan Atlantique. Ils le stockaient sur des aérodromes avancés. Ils le chargeaient sur des P-47 dans des réservoirs de 570 litres. Ils coordonnaient les frappes aériennes avec les forces terrestres à l'aide de communications radio. Ils effectuaient des évaluations des dommages causés par les bombes. Ils rechargeaient et lançaient des frappes de suivi en moins de 30 minutes. Tout le système fonctionnait comme une machine. Schmidt a écrit plus tard dans ses mémoires d'après-guerre, publiés en 1953 en Allemagne de l'Ouest. L'armée américaine n'était pas une armée. C'était une usine qui produisait la victoire. Chaque composant était conçu pour l'efficacité. Chaque soldat comprenait son rôle dans le processus de production. Il ne se battait pas avec passion. Il se battait avec méthode. Et la méthode était parfaite. Nous ne pouvions pas rivaliser avec la perfection. La démission de Schmidt a été acceptée par le haut commandement allemand le 29 mars 1945. Il a été relevé de ses fonctions et affecté à un statut de réserve. Il n'a pas été traduit en cour martiale. Fin mars, trop de généraux démissionnaient.
Les cours martiales auraient rendu public l'effondrement du moral du commandement. Berlin a choisi le silence à la place. Schmitt a passé le reste de la guerre dans le domaine familial en Bavière. Il a survécu. Le 7 mai 1945, l'Allemagne a capitulé. Schmitt a été interrogé par des officiers du renseignement américain en juin 1945. Le rapport d'interrogatoire, déclassifié en 1975, contient cet échange. Officier américain. Général Schmitt, vous avez commandé une division Panzer pendant 3 ans. Vous avez combattu à Stalingrad, Koursk et sur le Rhin. Quelle a été la pire bataille? Schmitt, aucune de ces batailles n'en était une. Une bataille nécessite 2 camps capables de se battre. Ce que j'ai vécu sur le Rhin le 23 mars 1945 n'était pas une bataille, c'était un processus industriel. Vos avions P-47 et vos armes au napalm ont démontré que la guerre conventionnelle était terminée. J'ai démissionné parce que j'ai compris l'avenir. Ma démission n'était pas de la lâcheté, c'était de l'honnêteté. Officier américain. Que voulez-vous dire par honnêteté? Schmitt. J'ai refusé de mentir à mes hommes. Si j'avais accepté le commandement et leur avais ordonné d'attaquer, je leur aurais dit qu'ils pouvaient gagner. Ils ne pouvaient pas gagner. Votre supériorité industrielle rendait la victoire impossible. Les envoyer mourir pour un objectif impossible n'est pas du leadership, c'est un meurtre. J'ai choisi l'honnêteté. J'ai dit la vérité à Berlin. La guerre était terminée. L'Amérique avait déjà gagné. Cet entretien m'est resté en tête depuis que je l'ai lu pour la première fois aux Archives nationales. Parce que Schmitt avait raison. En mars 1945, la supériorité industrielle et technologique américaine avait rendu la guerre conventionnelle obsolète. Le P-47 Thunderbolt n'était qu'un exemple. Entre 1941 et 1945, les États-Unis ont produit 15 636 P-47 Thunderbolt. L'Allemagne produisait environ 1400 chasseurs par mois au plus fort de sa production en 1944. L'Amérique en produisait plus de 3000 par mois, et ce n'était pas seulement une question de quantité, c'était aussi une question de qualité. Le P-47 avait un rayon d'action de 1300 km, avec des réservoirs largables le portant à 2900 km. Les chasseurs allemands avaient en moyenne 640 km. Le P-47 pouvait emporter 1130 kg de bombes. La plupart des chasseurs allemands ne pouvaient pas emporter de bombes du tout. Le P-47 avait 8 mitrailleuses de calibre .50. Les chasseurs allemands avaient 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,92 mètres. Et maintenant, le P-47 avait du napalm. Une arme si efficace que les généraux allemands préféraient mettre fin à leur carrière plutôt que de se battre contre elle. Vous venez de découvrir la vérité classifiée sur la façon dont la puissance aérienne américaine a brisé la volonté de se battre du haut commandement allemand. Ce ne sont pas des statistiques d'archives poussiéreuses. Ce sont de véritables histoires sur des hommes qui ont fait face à des obstacles impossibles et ont pris la décision la plus difficile de leur vie. Des hommes comme le général d'armée Werner Schmitt, qui a choisi l'honnêteté plutôt que l'obéissance aveugle. Cette histoire a été enfouie dans des dossiers classifiés pendant des décennies. Les documentaires d'entreprise ne raconteront pas ces histoires. Ils ne préservent pas la complexité de la guerre. Les moments où des officiers de carrière ont choisi l'intégrité plutôt que les ordres. Si cette histoire vous importe, si la préservation de toute la vérité sur la grande génération vous importe, les Super Thanks de YouTube, le cœur doré ci-dessous, soutiennent directement l'accès à davantage de documents déclassifiés, à davantage d'entretiens avec des anciens combattants, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives au lieu de courir après le putaclic. Il s'agit d'honorer l'histoire complète, pas seulement les victoires, mais les décisions qui ont rendu la victoire possible. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un gardien de l'histoire,
Vous préservez les histoires que les manuels scolaires simplifient. Mais il y a plus dans cette histoire. Parce que Schmitt n'était pas le seul général à comprendre les mathématiques de la défaite. Après la guerre, des historiens militaires américains ont interrogé des dizaines de généraux allemands capturés. Beaucoup d'entre eux ont fait écho à l'analyse de Schmitt. Le général Feldmarschall Gerd von Rundstedt, qui commandait les forces allemandes à l'ouest avant d'être remplacé, a déclaré à ses interrogateurs américains « Le P-47 avec du napalm a été l'arme qui m'a convaincu que l'Allemagne avait perdu, pas à cause des pertes, à cause de ce qu'il représentait. L'Amérique pouvait inventer une nouvelle arme, la produire en masse, former des pilotes à l'utiliser et la déployer à travers un océan en moins de temps qu'il n'en fallait à l'Allemagne pour réparer une usine bombardée. Ce niveau de coordination industrielle est impossible à vaincre avec du courage ou des tactiques. Le général d'armée Heinz Guderian, l'architecte de la stratégie allemande de la Blitzkrieg, a écrit dans ses mémoires d'après-guerre « Panzer Leader » ceci. « J'ai conçu la doctrine blindée allemande autour de la vitesse et du choc. Le P-47 Thunderbolt a rendu les deux obsolètes. La vitesse n'a aucun sens lorsque l'ennemi possède le ciel. Le choc est impossible quand le napalm peut détruire une division Panzer entière en quelques minutes. La puissance aérienne américaine n'a pas seulement vaincu nos tactiques, elle a invalidé toute notre théorie de la guerre. » Ces déclarations révèlent quelque chose de profond. Les généraux allemands qui ont démissionné ou demandé à être relevés de leurs fonctions en mars et avril 1945 n'étaient pas faibles. Ils étaient réalistes. Ils comprenaient que la nature de la guerre avait fondamentalement changé. La capacité industrielle déterminait désormais les résultats militaires plus que les tactiques sur le champ de bataille. Et la capacité industrielle de l'Amérique était inégalée, considérez ces chiffres. En 1944, les États-Unis ont produit 96 318 avions. L'Allemagne en a produit 39 807. Les États-Unis ont produit 17 565 chars. L'Allemagne en a produit 9 161. Les États-Unis ont produit 257 000 pièces d'artillerie. L'Allemagne en a produit 41 000. Et les États-Unis ont fait cela, tout en fournissant également la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les forces françaises libres dans le cadre du programme Pré-Baille. Les usines américaines produisaient suffisamment d'armes pour équiper plusieurs armées simultanément. Les usines allemandes avaient du mal à équiper leurs propres forces. Cette disparité était visible pour chaque général allemand en mars 1945. Schmitt l'a vu lorsque 12 P-47 ont détruit sa division. Dietrich l'a vu lorsque 84 P-47 ont anéanti sa division SS. Kesselring l'a vu lorsqu'il a calculé que les forces aériennes tactiques américaines pouvaient lancer plus de sorties en une seule journée que l'ensemble de la Luftwaffe ne pouvait en effectuer en une semaine. Les chiffres étaient brutaux et les chiffres ne mentaient pas. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment remarquable. Les soldats américains et les ouvriers d'usines qui ont produit cette supériorité écrasante étaient des gens ordinaires. Les P-47 Thunderbolts ont été construits dans les usines Republic Aviation à Farmingdale, New York et Evansville, Indiana. Beaucoup d'ouvriers étaient des femmes. Rosie la riveteuse n'était pas de la propagande. Elle était réelle. Elle s'appelait Rose Will Monroe. Et elle assemblait des fuselages de P-47 à l'usine Willow Run dans le Michigan, où son nom était en fait des milliers de noms. Adèle Moreau de Lyon, Camille Dubois de Marseille, Juliette Leclerc de Toulouse. Ces femmes, dont beaucoup travaillaient 60 heures par semaine, ont construit les avions que les généraux allemands craignaient plus que l'artillerie soviétique. Elles les ont construits si bien que les P-47 avaient un taux de disponibilité opérationnelle de plus de 70%, ce qui signifie que 70% des P-47 étaient prêts au combat à tout moment.
Les chasseurs allemands avaient en moyenne des taux de disponibilité opérationnelle de 40% en 1945. Le contrôle de la qualité américain était meilleur que l'ingénierie allemande. Ce fait a stupéfié les experts techniques allemands. Le napalm lui-même a été produit par des chimistes et des ouvriers d'usine qui n'ont jamais mis les pieds sur un champ de bataille. Louis Fieser, le professeur de Harvard qui a inventé le napalm, a continué à donner des cours de chimie tout en développant des armes incendiaires. Les fabricants de savon d'aluminium ne savaient même pas à quoi leurs produits seraient utilisés. Ils savaient juste que le gouvernement avait passé des commandes pour des milliers de tonnes. La sécurité était maintenue par la compartimentation. Chaque personne faisait son travail, le système fonctionnait. Et le résultat fut une arme qui mit fin à la carrière des généraux allemands. C'est la puissance de la démocratie industrielle américaine. Pas la dictature, pas la planification centrale. La production distribuée coordonnée par des systèmes normalisés. C'était la machine de guerre la plus efficace de l'histoire de l'humanité. Et elle a été conçue, construite et exploitée par vos grands-parents. Schmitt a vécu jusqu'en 1967. Il n'est jamais retourné au service militaire. Après la guerre, il a travaillé comme consultant technique pour le gouvernement ouest-allemand, aidant à reconstruire la Bundeswehr, les nouvelles forces armées allemandes. Il a écrit ses mémoires en 1953. Dans ceux-ci, il a consacré un chapitre aux événements du 23 mars 1945. Il a intitulé le chapitre « Le jour où j'ai choisi la vérité ». Dans ce chapitre, il a écrit ce passage. On m'a demandé à maintes reprises pourquoi j'ai démissionné de mon commandement. Les gens supposent que c'était par peur. Ce n'était pas la peur, c'était le respect de la vie de mes soldats, le respect de la vérité selon laquelle aucun courage ne pouvait surmonter la supériorité industrielle américaine. Le respect du fait que le leadership exige l'honnêteté, pas l'obéissance aveugle. Je ne pouvais pas ordonner à des hommes de mourir pour une cause que je savais perdue. Alors, j'ai démissionné. Certains appellent cela de la lâcheté. J'appelle cela la dernière décision honorable que j'ai prise pendant la guerre. Schmitt est mort à Munich le 12 novembre 1967. Il avait 76 ans. Sa notice nécrologique dans le Süddeutsche Zeitung l'a qualifié de l'un des derniers généraux prussiens qui appréciait l'honneur plus que l'idéologie. La notice nécrologique mentionnait son service dans 2 guerres mondiales, mais elle ne mentionnait pas le 23 mars 1945. Ce jour est resté classifié dans les archives militaires allemandes jusqu'en 1983, même dans la mort. La honte de la démission était trop douloureuse pour être reconnue publiquement, mais il n'y a aucune honte dans la décision de Schmitt. Il y a de la sagesse. Il a vu l'avenir de la guerre. Il a compris que la technologie et la capacité de production domineraient les champs de bataille plus que les tactiques ou le courage. Il avait raison. La guerre moderne est exactement ce que Schmitt avait prédit. La capacité industrielle détermine les résultats. La guerre du Golfe, en 1991, l'a prouvé. La puissance aérienne américaine a détruit les forces irakiennes avant même que les troupes au sol ne s'engagent. La guerre du Kosovo, en 1999, l'a prouvé. Les frappes aériennes de l'OTAN ont forcé la capitulation serbe sans invasion terrestre. La guerre d'Irak en 2003 l'a prouvé. Bagdad est tombé en 21 jours parce que la suprématie aérienne américaine a rendu la défense conventionnelle impossible. Schmitt l'a compris en 1945. Il l'a juste compris 50 ans avant tout le monde. Et il a choisi de démissionner plutôt que d'envoyer des hommes mourir dans une bataille que les mathématiques industrielles avaient déjà décidé. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du leadership. Vos grands-parents ont construit les P-47 Thunderbolts qui ont fait démissionner Schmitt. Ils ont mélangé le napalm, ils ont chargé les bombes, ils ont effectué les missions.
Ils l'ont fait sans connaître l'impact total de leur travail. Ils ont juste fait leur travail, et leur travail a changé l'histoire. C'est la génération que nous honorons ici. Pas seulement les soldats, les ouvriers d'usine, les chimistes, les ingénieurs, les officiers de logistique, les mécaniciens, les personnes qui ont fait fonctionner le système, les personnes qui ont transformé la puissance industrielle américaine en généraux allemands démissionnant avec désespoir. C'est la plus grande génération, pas parce qu'ils étaient sans peur, parce qu'ils étaient efficaces. L'arsenal de la démocratie en action. N'oubliez jamais qui l'a construit. N'oubliez jamais ce qu'ils ont accompli. Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur? Les 8 mitrailleuses et les 1134 kilos de bombes du P-47, ou le fait que l'Amérique en ait produit 15 000 tout en fournissant des alliés à travers le monde? Déposez votre réponse ci-dessous. Mes spectateurs ont partagé des histoires de famille incroyables, des grands-pères qui ont construit des P-47 chez Republic Aviation, des grands-mères qui ont mélangé du napalm dans des usines chimiques, des grands-oncles qui ont piloté des Thunderbolts au-dessus de l'Allemagne. Partagez le lien unique qui unit votre famille. À cette page de l'histoire, chaque commentaire est une pierre de plus à l'édifice de la mémoire de cette génération formidable. Assurons-nous, ensemble, que l'intégralité de leur récit leur survit et nous survive à tous. Veillons à ce que l'histoire complète de cette génération perdure à travers le temps. Soyons les gardiens de leur héritage. N'hésitez pas à partager vos souvenirs familiaux, vos anecdotes, vos hommages. Chaque témoignage compte. Chaque partage est une manière de leur rendre hommage, de ne pas les oublier et de transmettre leur courage, leur sacrifice et leur dévouement aux générations futures. Ensemble, préservons cette histoire pour que les leçons du passé éclairent l'avenir.